Quelle est la définition du travail du docteur Paul Fokam? Enfin, je ne sais pas si je dois donner une définition différente de ce qui est. Sauf que si on remonte sur le plan historique, on a défini le travail comme étant une punition, et c'est la Bible qui l'aurait défini. Et ça, les Africains se sont permis de prendre ça comme la définition de travail. On a aussi défini le travail comme étant quelque chose qu'on fait pour quelqu'un. Ça encore, c'est une faute que les Africains captent. On a enfin défini le travail comme élément nécessaire pour survivre. C'est encore un problème. Le travail est ce qui anoblit l'homme, ce qui enrichit l'homme, ce qui lui permet de s'élever au plus haut degré. C'est ce travail qui permet à l'homme de dépasser toutes les autres espèces vivantes. À votre avis, est-ce que vous travaillez assez? Est-ce que le nombre d'heures que vous passez au travail, le temps de travail que vous accordez à votre activité, c'est assez pour pouvoir vous développer vous-même et peut-être développer votre entreprise, développer votre pays, développer votre continent? Ça, c'est une question très intéressante. Et dans la vidéo qui va suivre, je vous propose une interview du Dr Paul Fokam Kamounié, où justement, il parle de la valeur travail. Il explique en fait pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous devons plus travailler si on souhaite vraiment que l'Afrique se développe. Donc, je vous laisse avec le Dr Fokam Kamounié. Il parle de beaucoup de choses, une interview très intéressante comme d'habitude. Il y a plein d'enseignements à tirer, c'est vraiment riche. Et je pense qu'il faut l'écouter jusqu'au bout, comme la précédente que j'ai publiée dans la semaine, pour que vous puissiez comprendre la valeur en fait du travail et que vous compreniez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on empêche les Africains de travailler plus. Je vous laisse avec le Dr Fokam Kamounié. On se retrouve en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. À tous, je suis ravie de vous retrouver en compagnie du docteur Paul Fokam, professeur en leadership et stratégie, chercheur en sciences et culture africaine. Merci d'accepter encore cet entretien, docteur Paul Fokam. Merci beaucoup. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le travail. Et comme vous le savez, ça fait suite au premier thème qui était le questionnement. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de nous suivre pour le questionnement, qu'est-ce que vous direz qu'il fallait retenir dans cet épisode? Je pense sincèrement qu'il faut retenir deux choses. La première, c'est que la pensée critique n'est pas une option. C'est un choix cartésien qui permettra de libérer toutes les énergies africaines et de prendre le décollage définitif. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est qu'une éducation, bien entendu, sans questionnement, à mon avis, est une lumière qui brille lorsqu'on a les yeux fermés. J'espère que vous avez compris, parce que c'est une réponse aussi philosophique que cartésienne. Libérer toutes les énergies africaines, prendre le décollage, peut-être qu'on arrive, en fait, ça tombe à pic de ce thème du travail. Quel est le travail qu'on va devoir faire pour atteindre ce processus? Et peut-être, si on peut aussi se permettre de vous demander votre définition du travail, parce que vous dites qu'il faut que nous prenions plaisir à travailler. Alors je suis certaine que plusieurs qui nous suivent se demandent finalement quelle est la définition du travail du docteur Paul Fokam. Enfin, je ne sais pas si je dois donner une définition différente de ce qui est. Sauf que si on remonte sur le plan historique, on a défini le travail comme étant une punition, et c'est la Bible qui l'aurait défini. Et ça, les Africains se sont permis de prendre ça comme la définition de travail. On a aussi défini le travail comme étant quelque chose qu'on fait pour quelqu'un. Ça encore, c'est une faute que les Africains captent. On a enfin défini le travail comme élément nécessaire pour survivre. C'est encore un problème. Le travail est ce qui anoblit l'homme, ce qui enrichit l'homme, ce qui lui permet de s'élever au plus haut degré. C'est ce travail qui permet à l'homme de
dépasser toutes les autres espèces vivantes. Oui. Le travail, si telle est l'acception que nous acceptons, ça veut dire que le travail doit être considéré comme une partie de plaisir. C'est-à-dire là où je m'en vais pour me faire un plaisir à faire mon job, pour me faire un plaisir à permettre à tous ceux qui m'entourent de se prendre ou de se faire aussi un plaisir, pour me faire un plaisir de soutenir ma famille, moi-même, mon continent, mon pays. Voilà ce qu'est le travail. Malheureusement, et ça je ne vous coupe pas, on nous a vendu comme le travail comme étant une peine. Et c'est pour ça que nous continuons à voir le travail comme quelque chose qui anesthésie l'homme, qui anéantit l'homme, qui rend l'homme, enfin, je ne sais pas s'il faut le dire, mais qui ne permet pas à l'homme de s'épanouir, alors que c'est justement le travail qui permet à l'homme de s'épanouir. Vous dites que le travail est censé anoblir l'homme. Ne pensez-vous pas que si les Africains ont mécompris la notion du travail, c'est aussi un peu à cause de l'esclavage? Non. Vous avez travaillé des heures durant. Oui, l'esclavage leur permettait de travailler beaucoup plus. Il ne peut pas ne pas comprendre la valeur du travail à cause de l'esclavage. Mais ils n'ont pas compris la valeur du travail à cause des médias, à cause de la doctrine religieuse, à cause du changement de culture. Tenez, en Occident, au XVIIIe et au début du XIXe siècle, le travail, chaque homme travaillait 108 heures par semaine. Quand on avance à la deuxième moitié du XXe siècle, on est descendu à peu près à 72. C'est vers la fin du XXe siècle qu'on est descendu à 48 et à 42. Et aujourd'hui, on est... Mais seulement pour empêcher à l'Afrique de se développer, on a créé la fameuse Organisation internationale de travail. Permettez-moi, je rigole un peu en disant ça. C'est pourquoi? Pour empêcher à l'Africain de travailler. Pour lui dire, si vous devez travailler 40 heures. Or, je vous assure, c'est la meilleure façon de rester indéfiniment sous-développé. Et j'ajoute, aujourd'hui, même en Occident, même avec la France qui travaille 35 heures, vérifiez combien d'heures les chercheurs, les grands cadres d'entreprise font dans leur entreprise pour faire avancer la France. En tout cas, tous ceux qui peuvent travailler ici en Suisse, où nous sommes encore à 42 heures, lorsque l'Organisation internationale du travail est ici en Suisse. Et on nous impose 40 heures. Je me demande pourquoi on n'a pas imposé à la Suisse 40 heures. Et nous acceptons tous, et nous revenons au problème de questionnement. Et aussi longtemps que nous ne mettrions pas, que nous n'allons pas mettre le travail au centre de nos préoccupations, et comme une partie des plaisirs, notre sous-développement ira en s'accentuant. Comme pour le questionnement, docteur, vous avez dit que l'Afrique ne se questionne pas suffisamment. Maintenant, pour le travail, pensez-vous qu'on ne travaille pas suffisamment? On ne travaille même pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que nous ne travaillons pas. Est-ce une question de volonté ou une question de compétence? Ce n'est ni question de volonté, ni question, entre guillemets, de compétence. À quoi est-ce dû? À la culture qu'on nous a enseignée. Vous n'avez pas besoin de travailler. Nous allons venir vous donner des aides. Si vous avez des problèmes, on va vous donner des aides. Sauf que personne n'est capable de vous donner des aides indéfiniment. Mais comme vous avez déjà pris ça dans la tête, ok, si je ne cultive pas bien, ok, si j'ai un problème, il y a la mère patrie qui viendra très rapidement me donner les aides. Sauf que la mère patrie, à un moment, peut manquer aussi pour sa propre population. Et vous comprendriez avec moi et vous conclurez avec moi que lorsque quelqu'un a seulement un pour son enfant, il ne va quand même pas donner l'autre à l'enfant d'autrui. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et pire, nos dirigeants nous y encouragent.
Puisque chaque fois que le problème se pose, au lieu de demander à la population de se mettre au travail, ils montent au créneau pour dire vous ne nous aidez pas, la communauté internationale ne nous aide pas, les voisins ne nous aident pas. Qui vous a dit qu'on doit vous aider nécessairement? Qui vous a dit que vous ne devrez pas d'abord vous aider avant qu'on vous aide? Dieu lui-même a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Si vous retenez ça, commencez d'abord par savoir que le travail anoblit l'homme, que le travail rend l'homme responsable, retourne à l'homme toute sa dignité. C'est très beau ce que vous dites. J'ai envie de revenir à la question de la femme. Mais finalement, comment ça se fait que la femme travaille plus que l'homme en Afrique, d'après vous? Elle travaille un peu, parce qu'elle est en général, je m'excuse auprès des hommes, oui. Elle est en général plus responsable de la famille. Elle est plus responsable des enfants. Elle est plus responsable pour faire marcher la famille. Je suis bien sûr pas dans les villes, où c'est plutôt l'homme qui est un peu plus responsable. Mais elle se sent 2 fois plus concernée que le mari de l'éducation et du bien-être de toute la famille. Malheureusement, c'est le cas. Au moins dans nos recherches en culture africaine. Mais il faut quand même reconnaître que l'homme en tant que chef dit qu'il va en guerre pour protéger la femme. Donc, c'est une des raisons. Pour lesquelles elle reste travailler aussi, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique est le continent où on travaille le moins? La réponse est affirmative. L'Afrique est le continent où on travaille le moins du moins. Parce que tout dépend de quel pays et de quel leader. Ailleurs en Afrique. Hein? Ailleurs en Afrique. Hein, oui, je parle bien ailleurs en Afrique. Ma réponse est oui. Globalement, on travaille moins. Mais si tu prends certains pays, comme le Rwanda par exemple, on travaille plus à cause du leader. Si tu prends le Ghana, on travaille un peu plus à cause du leader. Si tu vas au Cameroun, le travail est comparable au Bénin. Si tu vas, je ne sais pas moi, en Guinée équatoriale, c'est encore pire. Donc, il y a quelques exceptions que je n'ai pas pu tout citer, qui essayent de vouloir changer l'Afrique. Dans l'idéal, et je sais qu'on ne peut pas comparer parce que, vous l'avez dit, que ce soit pour cet épisode ou l'épisode passé, on ne parle pas de réformer ce qui n'existe pas. Donc nous, on doit réinventer les choses. Mais dans l'idéal, par rapport à quelle, en comparaison à d'autres parties du monde, quelle serait la partie du monde à laquelle on pourrait plus ou moins copier ou piquer quelques façons de faire? La première partie du monde où il faut piquer quelque chose, c'est l'Afrique elle-même. Parce que n'oubliez pas qu'avant la colonisation intellectuelle, mentale et morale, on travaille beaucoup en Afrique. Beaucoup d'inventions ont été faites en Afrique. N'oubliez pas. Donc, il faudra reprendre l'histoire que nous connaissons d'Égypte, d'Éthiopie ancienne, du royaume Monomotapa, pour reprendre les notions essentielles du travail. Ensuite, s'il faut sortir du continent africain, il faut aller en Asie. Par exemple, en Chine aujourd'hui, il y a 10 jours de vacances par an. N'oubliez pas, 10 jours. Et tout le monde s'arrête pour faire ces 10 jours. Les boutiques sont ouvertes, nuit et jour. À Singapour, les boutiques sont ouvertes nuit et jour. Malaisie, il y a 12 jours de congé par an. Ça, c'est pour tout le monde. Et les analyses que nous avons faites, c'est qu'ils font encore à la date d'aujourd'hui 60 heures de travail. Et si tu ne fais pas ce minimum, tu ne peux pas rattraper le retard. Parce que les autres sont descendus à 40 heures, à 35 heures même. Encore que 37 heures, c'est un peu
très compliqué à expliquer. Mais si tu travailles à 40 heures, pour quelqu'un qui avait travaillé 108 heures à économiser, 72 à économiser, 48 à économiser, tu ne pourras pas, je ne dirais pas le rattraper, mais au moins récupérer une partie des richesses qu'il a déjà accumulées. Ce qui veut dire clairement que nous singeons l'Europe idiotement. L'Europe a développé de nouvelles technologies qui permettent de dire que si je travaille 40 heures, ça peut être équivalent de 80 heures. Nous refusons de questionner pourquoi ils peuvent décider de travailler 40 heures. Et ils se développent tous les jours. Et nous travaillons 40 heures et nous ne pouvons pas nous développer. On refuse de... On dit simplement que l'Occident nous exploite. Mais si nous exploite, c'est parce qu'on a décidé d'accepter d'être exploité, non? Parce que nous ne sommes pas au travail. Si la Chine, qui travaille beaucoup, beaucoup et beaucoup, fait encore 60 heures aujourd'hui, c'est qu'il a 12 heures par semaine. Non, 20 heures par semaine. Oui, supérieur à l'Europe. C'est normal qu'il grignote un peu sur le temps. Et puis c'est le travail qui est la source, une des sources principales de richesse. Vous allez me poser la question, est-ce que c'est la seule source? Je dirais non. Alors ça emmène chez moi en tout cas plein de questions et je suis certaine que tous ceux qui nous regardent ont des contradictions peut-être aussi, se disent oui mais bon, les Chinois travaillent, ils ont peut-être des conditions particulières. Donc j'ai personnellement plein de questions mais j'aimerais bien qu'on aille crescendo. D'abord rebondir à la question du leader. Vous avez parlé oui. de certains pays d'Afrique où on a des leaders qui permettent qu'on ait plus d'heures de travail. Oui. Est-ce que c'est le leader ou finalement plus de temps de travail? Plus de temps de travail, voilà. Oui. Est-ce que c'est le leader, enfin c'est plus de bons leaders qu'on doit avoir ou plus c'est la population finalement qui va impulser ces nouveaux leaders qu'on attend depuis tellement longtemps? Je ne sais pas s'il faut donner une vraie réponse à cette question parce que je n'ai pas. Ah, okay. Vous savez, normalement un vrai leader doit traîner toute sa population, doit traîner toute sa troupe. De la même manière qu'un mauvais leader n'est pas capable de traîner et donc tout doit descendre. Est-ce que la population elle-même ne peut pas forcer le leader à aller? Je ne sais pas. Mais est-ce que la population ne peut pas décider de changer le leader? Oui. Sauf qu'en Afrique, tout le monde a peur de la mort. Tout le monde veut le présent. Personne ne veut vivre dans le futur. Personne ne veut accepter la notion de la patrie, la notion du bien commun. Chacun veut un bien égocentrique. Tu n'auras jamais. Parce que si tu ne penses pas au bien commun, ton bien égocentrique n'est pas protégé. Et donc, si tu as beaucoup, je vous donne l'image, si tu as 5 bananes ici, et 20 personnes n'ont rien, on va venir chercher. Hein. Et même peut-être vous n'aurez même rien. Retenez ça pour de bon. Est-ce que vous ne pensez pas que les gens en Afrique ou les causes de ce manque de travail suffisant, c'est aussi les conditions? Alors on sait qu'il y a, on en a parlé, le Bureau international du travail. Est-ce que selon vous, il régule aussi peut-être un peu le cadre ou pas? En quelle mesure est-ce qu'il y a quelque chose de positif avec ce Bureau international du travail? Je n'ai rien de positif pour le Bureau international du travail. Tout est négatif parce que tout est fait pour empêcher à l'Afrique de se développer. Regardons ensemble la durée de travail. Lorsqu'on fixe au milieu 40 heures pour tout le monde, et on dit que si tu ne fais pas 40 heures, c'est que tu es en train de rendre les gens esclaves, n'est-ce pas? C'est faux. Vous-même, chez vous, quand vous quittez ce travail, vous ne travaillez pas à la maison. Donc, vous vous rendez vous-même esclave. Alors, rendez-vous esclave partout. Mais sauf que ceux qui travaillent plus, comme c'est le cas, viennent nous donner les aides. La Corée du Sud. L'image la plus présente qu'en Corée du Sud, la Corée du Sud, en 1960, le Cameroun donnait des subventions à la Corée du Sud. Aujourd'hui, l'écart est
c'est d'abord le travail et l'éducation. Les deux facteurs clés. Dans le mécanisme de questionnement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, je pense que c'est un peu le fil rouge, parce que c'est le début, et si on veut le milieu et la fin de toute chose. Vous serez toujours là, et vous tomberez dans le questionnement, parce qu'en fait, nous devrions questionner pourquoi nous devons faire 40 heures de travail. Est-ce que 40 heures de travail va nous permettre d'arriver à notre but? Est-ce que c'est 50 heures? Est-ce que c'est 60 heures? Auquel cas, nous décidons et nous disons, le Bureau international du travail, après, on va respecter cela. C'est vrai qu'il va nous taxer de pays esclavagistes, mais on va se développer. Et quand on va se développer, on va revenir à 40 heures. On sera donc un pays en bonne règle. Mais ne faut-il pas quand même fixer quand même un peu les termes du travail pour pouvoir respecter aussi ces travailleurs? Il y a beaucoup de gens qui sont de bonne volonté. Non mais c'est vrai, je suis certaine qu'il y en a qui nous suivent, qui sont de bonne volonté et qui aimeraient vraiment travailler, qui ne demandent qu'à travailler, mais qui n'ont pas les conditions qu'il faut pour pouvoir travailler convenablement. Et que ce soit des hommes ou des femmes, qu'est-ce qui peut... comment est-ce qu'on doit se questionner pour arriver à quelque chose qui permette aux gens de s'épanouir professionnellement? Qui va définir l'épanouissement de quelqu'un? Permettez-moi de poser cette question. Qui va définir? Si c'est moi qui dois définir mon épanouissement, je n'attendrai ça de personne. À mon lieu de travail, je vais définir les conditions dans lesquelles je peux m'épanouir. Et si ça ne va pas, je change. Mais quand vous me dites de définir, c'est encore une aliénation mentale. Bon, maintenant, si je définis les conditions, c'est quoi? De vous mettre dans un frigo pour que vous n'ayez, ou bien dans une chaleur pour que vous n'ayez pas chaud, ou quoi? Mais votre bonheur, c'est vous qui le décidez. Et le travail, c'est le bonheur. C'est vous qui allez décider, et c'est ça le problème de questionnement. C'est vous qui allez décider dans quelles conditions je vais atteindre l'optimum de mon bonheur. Fixer les conditions, le machin, c'est aussi une anesthésie. Est-ce que vous voulez dire? Vous savez, en Europe, on dit on fixe les conditions. Je vais vous donner l'exemple. Moi, j'avais une entreprise en France, j'ai fermé. Chaque fois qu'un employé faisait 15 mois, il me disait toujours, je vais démissionner. Je dis non, mais c'est pas normal, vous travaillez bien. S'il vous plaît, pardon, permettez-moi de démissionner. En fait, l'assurance chômage lui permettait de démissionner pour aller faire un an sans rien faire. Et quand il dit je vais démissionner, il faut qu'il démissionne et que je le licencie. Parce que si on sait qu'il a démissionné, il n'aura pas l'assurance chômage. Oh, quand tu te trouves dans une telle situation, tu as quoi? Tu as ta conscience et tu dois le licencier. Mais 2, 3 fois, 4 fois, tu dis je ne continue plus dans cette... Parce que non, ça ne marche pas. Vous dépeignez la situation en Occident. Très bien. Vous vous donnez les conditions. Voilà, les conditions. Quand on crée les conditions, vous créez aussi les conditions dans lesquelles les gens ne veulent pas ou ne peuvent pas travailler. On laisse à chacun de choisir ce qui fait son bonheur. Ça me rappelle un peu le fait que les gens décident de prendre des embarquements pour venir chercher du travail ici. Est-ce que vous comprenez ça? Non, je ne peux pas comprendre. Qu'est-ce que vous conseillez à ces gens-là? Mais je dis, je ne peux même pas comprendre. Parce que quelqu'un ne peut pas laisser un continent aussi riche que l'Afrique et risquer sa vie pour venir chercher du travail ici. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en Afrique? Dites-moi. Vous avez été normalement formé, à supposer que vous étiez formé. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Aller chercher de l'or, vous pouvez. Aller faire l'agriculture, vous pouvez. Aller faire la mécanique, il en manque tellement pas dans tout le pays d'Afrique. L'électricité, il en manque. Qu'est-ce qui vous en manque? Allez demander une petite formation de mécanicien, vous pouvez. Aller apprendre à conduire, ça c'est possible. Je ne sais pas. Aller balayer, c'est possible. Mais vous préférez venir faire le gardiennage en Europe. Médecin, gardiennage. Sinon infirmier, ingénieur, gardiennage, tout un tas. Donc, vous voyez que c'est un problème de complexe. Ce n'est pas un problème. Alors, l'Occident
les Européens descendent en Afrique pour faire fortune. Vous montez vous quittez l'Afrique pour aller chez eux pour vous appauvrir. C'est normal? Il y a beaucoup à faire en Afrique, en effet. Mais que dites-vous à celui qui vous dit qu'il préfère être balayeur en Europe qu'être professeur en Afrique ou médecin? Parce que ça ne paye pas, finalement. Ça, c'est une question un peu stupide de la part de celui qui dit ça, pas de votre part. Pourquoi? Si les balayeurs en Europe, il va gagner beaucoup d'argent, non? C'est ça, non? Ce qu'il dit. Est-ce qu'il aura la dignité du médecin? La valeur, c'est aussi ça. Je vais d'abord la valeur. D'un et de deux, quelle est la base sur laquelle il pense qu'il touche moins? Je prends le cas que j'ai vécu personnel. Moi, à l'époque, il y a 20 ans, 15 ans, j'avais affecté un cadre en France. Il touchait exactement 450 000 CFA. Ce qui représente... Ça représente à peu près, c'était à peu près 1 000 $. Hein. Quand je devrais l'envoyer en France, il fallait que je multiplie ça par 7,5 ou par 8 pour qu'il retrouve le bon niveau. C'est-à-dire son niveau du Cameroun. Ce qui veut dire, le niveau de salaire est relatif au niveau de vie. Ce que les gens refusent de se questionner. Maintenant, rentrons dans la réalité. C'est vrai qu'un médecin, le salaire d'un médecin que je trouve en Afrique est faible. Ça, c'est dans la fonction publique. Mais s'il s'installe, j'en ai installé plusieurs. Et si les bons médecins s'installent, il peut payer encore 10 médecins. Un ingénieur, au lieu d'être balayeur, ouvre son petit atelier mécanique. Qu'est-ce qu'il va devenir dans 5 ans, 10 ans? Le gars qui a fait Apple, là. Steve Jobs. Steve Jobs. Il avait son truc, son petit atelier dans dans le garage de son père. Nous ne voulons pas faire ça. À partir de là, il a créé un mastodonte. Pourquoi nous ne croyons pas qu'à partir de là, nous allons faire des inventions et qui va changer le monde? Il y a même des chercheurs qui disent qu'ils font leurs recherches, ils envoient en Europe pour être approuvés. Mais sauf que si je m'aperçois, et ça c'est le cas que j'ai déjà vu, je m'aperçois que c'est une bonne recherche, je l'inscris à mon nom. Et toi, tu n'existes plus. Et on va dire que les Africains sont nuls. Mais c'est nous qui décidons d'être nuls. Donc, vous dites, les gens qui disent qu'ils sont... Mais ils ont le droit de choisir leur mode de vie. Mais moi, j'ai le droit de dire que c'est une erreur de fond. Docteur, vous encouragez le travail, on l'a bien compris. Que dites-vous donc des rapports du BIT qui accablent l'Afrique chaque année sur le travail des enfants? Moi, à l'âge de 7 ans, je travaillais déjà. Il fallait que j'aille dans les plantations, pour chercher de quoi payer ma scolarité. À 10 ans ou à 15 ans, je devrais aller à l'école, puis sortir, aller faire le machin. Est-ce que je suis un enfant? Ça, c'est le premier volet. Le travail des enfants, c'est aussi une éducation. C'est maintenant, il faut que ce soit le travail organisé. On peut dire qu'on n'organise pas bien le travail des enfants, mais c'est aussi une éducation. Le BIT nous aime bien, n'est-ce pas? Mais pourquoi, au lieu de dépenser tant d'argent chez les fonctionnaires, ne nous donne pas de l'argent? Moi, j'ai fait la lutte contre la pauvreté. Je n'ai jamais vu, et dans beaucoup de pays en Afrique, je n'ai jamais vu BIT qui dit vraiment prends ça pour développer le travail en Afrique. Comme ça, je vais sortir le lot des enfants. Ça, c'est souvent dans les mines. Mais nous avons des procédés. Nous avons des organisations qui peuvent empêcher aux enfants de travailler de façon permanente dans les mines. Mais je ne peux pas les empêcher de travailler dans les mines. Je veux qu'ils viennent travailler dans les mines pendant les vacances. Il faut qu'ils aillent à l'école. Donc, il faut que j'organise un système de gens qui travaillent déjà dans les mines et qui viennent en mine pour travailler, pour apprendre à se développer par lui-même, pour apprendre à être lui-même, à être responsable de sa vie. C'est mal ça, une éducation? Je voudrais dire que
cessons de donner des leçons, mais trouvons des voies et moyens pour empêcher, parce que sortir des rapports, c'est très bien. Mais vous sortez dans des rapports, et moi j'ai faim, je fais quoi? Donc vos rapports, pour moi, c'est un non-sens. Merci pour cet entretien, docteur. Plus que riche, plus qu'intéressant. Dommage qu'on doive l'écourter, mais en quelques mots, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à partager avec ceux qui nous ont suivis jusqu'alors et qui se sont parfois indignés, parfois étaient d'accord avec vous, mais un mot pour la fin pour eux. Le travail est une source essentielle de richesse. Le travail est une source essentielle de richesse et c'est là que s'arrête, c'est ici, pardon, que s'arrête cet épisode, l'entretien avec le docteur Paul Fokam. Merci docteur d'avoir accepté cet entretien. Merci.